RCF. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons passer un petit moment ensemble pour échanger autour de comment les stéréotypes de genre sont un frein aux apprentissages. Donc c'est un temps de rencontre et d'échange. Je vous encourage à couper vos téléphones et à prendre la parole dans la conversation quand vous le souhaitez. On pourra faire tourner les micros pour que tout le monde puisse entendre. Nous avons pour participer à ce temps de parole deux intervenantes. Je vous remercie d'être là toutes les deux. Donc à ma gauche, Laurence Ukropina, qui est chargée de mission à l'égalité entre les filles et les garçons et à la lutte contre les discriminations à l'Académie de Nancy-Metz. Et Cécile Roussel, bonjour. Vous êtes directrice générale de Batigère Maison Familiale et donc vous êtes engagée au sein de l'association Elle Bouge. Et vous nous expliquerez l'objet de cette association. Voilà. Alors, peut-être vous désirez commencer, Cécile ? Ça marche. Si vous voulez, oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Cécile Roussel. Ça fait une dizaine d'années que je suis engagée maintenant dans l'association Elle Bouge. Alors, qu'est-ce que l'association Elle Bouge ? C'est une association qui a été créée en 2005 à la demande, on va dire, d'entreprises un petit peu de l'industrie et des technologies type les transports, l'aéronautique, la sidérurgie, pour trouver les moyens d'attirer des jeunes filles dans les études scientifiques et techniques, et pas que, pour bien sûr derrière venir travailler dans des métiers de l'industrie et des sciences, et surtout pour casser, pour déconstruire les stéréotypes qui laissent entendre par les biais de genre que c'est pas des métiers pour elles. Voilà, donc cette association a été créée en 2005, elle était plutôt sur un modèle bénévole. On sent maintenant, depuis 2005, donc une montée en puissance de la demande des entreprises pour accueillir, pour mettre tout en place, pour avoir des femmes. On ne peut pas se passer de 50% des cerveaux de la société dans les entreprises, donc tout le monde a bien acté que la mixité c'était ce qu'il y avait de mieux pour fonctionner. Et donc maintenant notre rôle à nous, c'est de savoir comment au niveau d'Elle Bouge, notre métier, notre but, c'est de faire adhérer et d'attirer les jeunes filles qui sont actuellement au collège ou au lycée, casser les stéréotypes, casser les biais de genre pour qu'elles viennent faire des études scientifiques et qu'elles aillent plus loin encore dans les études scientifiques, qu'elles s'engagent dans des métiers technologiques et informatique, voilà, essentiellement. Merci pour cette première présentation. Je laisse le micro à Madame Ukropina qui va aussi pouvoir se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je coordonne, comme ça a été dit, la mission égalité de l'Académie de Nancy-Metz. Donc ça veut dire que je travaille à former, sensibiliser les adultes et les élèves de l'Académie pour diminuer les inégalités dans le système scolaire. Alors toutes les formes d'inégalité, pas spécifiquement les inégalités liées au genre, mais aujourd'hui on va parler des inégalités liées au genre. Très bien. Merci beaucoup. Alors on voit que vos missions sont déjà en fait des propositions de solutions, mais peut-être qu'on pourrait déjà se questionner sur d'où vient finalement cette discrimination ou comment naissent les stéréotypes. Comment est-ce que nous, dans nos pratiques professionnelles, ou en tout cas même dans notre vie personnelle, on peut essayer de les décrypter, de les décrire, pour ensuite effectivement les combattre et amener des solutions. Mais peut-être le départ, c'est comment vous, dans votre pratique, vous êtes amené à décrypter, à sensibiliser en fait le grand public sur cette question des stéréotypes liés notamment au genre. En fait, il faudrait déjà poser que les stéréotypes, ce ne sont pas eux qui alimentent les inégalités, mais c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que les études de sociologie montrent qu'on construit une société où il y a des rapports de domination, notamment entre les hommes et les femmes, pour la société française, et que pour nourrir et faire perdurer en fait les stéréotypes, les inégalités, eh bien, on se sert des stéréotypes. Pour le dire autrement, si on dit que, comme l'a dit un député polonais en 2017 au Conseil européen, au Parlement européen, si les femmes sont faibles et moins intelligentes, du coup, on peut justifier qu'elles sont moins payées, qu'elles ne sont pas à certaines positions, etc. Et ce sera vrai d'un certain nombre de stéréotypes
donc qui ne concerne pas que les femmes. Voilà, donc il faut renverser le stéréotype, et du coup il évolue en fonction du moment où on est. On peut se dire que par exemple pour le numérique, dans les années 80-90, les femmes étaient beaucoup plus présentes, c'était à peu près 40%, on va dire, ça dépend comment on évalue et où on évalue. Et parce qu'à ce moment-là, c'était le début du numérique, c'était moins prestigieux, c'était moins valorisé financièrement, et que du coup, on comparait la programmation à des recettes de cuisine, et qu'on pouvait se dire, les femmes secrétaires sténodactylo, elles sont très bien à cette position-là. C'est plus du tout l'image du numérique actuellement. Donc les stéréotypes, ils évoluent pour servir au mieux les inégalités qu'on va faire perdurer dans la société. Et effectivement, alors je continue mon questionnement. Quel est l'intérêt de faire perdurer des inégalités dans la société? Parce que moi, je pourrais me lever un matin et me dire les stéréotypes ont disparu parce qu'on s'aperçoit tous qu'en fait, on doit évoluer dans une société qui promeut l'égalité. Alors, qui sont les gagnants de ces inégalités? Alors, je ne vais pas répondre sur l'intérêt, peut-être Laurence, tu as la réponse. Moi, ce que je veux dire, et ce qu'on combat à l'heure actuelle aussi avec l'association Elle Bouge, c'est les propres. Le combat des stéréotypes, il n'est pas il n'est pas genré. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que femmes, on se met dans des stéréotypes et on se met dans des positions d'infériorité, y compris quand on grimpe dans la chaîne hiérarchique, et que ces stéréotypes-là, ils viennent de la société, et que c'est ça qu'il faut combattre, et de se dire que c'est pas grave. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est que quand alors on a fait quelquefois, on fait des réunions entre nous, entre femmes dirigeantes dans des sociétés, on se dit qui parmi nous a demandé une augmentation dans les 5 dernières années? Et sur 40 personnes, vous en avez une ou deux qui ont été chercher une augmentation. Et on est à des postes de cadre, de direction, etc. Donc on s'aperçoit que même nous, on se met encore des barrières. Un autre exemple, c'est on vous propose une promotion. Alors généralement, on propose une promotion à une femme et un homme va la demander. C'est un petit peu le schéma encore actuel dans les entreprises. On vous propose une promotion et vous allez vous poser plein de questions. Et moi-même, je peux le dire, j'en ai refusé volontairement. Parce que je me dis non, je ne pourrais pas m'occuper des enfants, j'ai pas toutes les cases qui sont cochées, là il y en a une ou deux, là je ne sais pas trop de quoi on me parle, je ne vais pas y arriver, donc non, je ne prends pas le poste. Et en fin de compte, je pense que c'est nous qui nous mettons nous-mêmes nos propres barrières. Donc ça aussi c'est Et chez les jeunes filles, alors si on redescend sur des lycéennes par exemple, dernièrement j'ai une jeune lycéenne qui est venue me voir en me disant bon voilà, je me pose des questions, j'irai bien en classe prépa, donc classe préparatoire pour faire des grandes écoles, mais je suis pas sûre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je dis, je suis pas ton prof, moi les profs, qu'est-ce que disent les profs? Parce que c'est quand même eux qui ont la notion du niveau de scolaire des élèves, nous, de loin on peut pas savoir. Et elle me dit, mes profs me poussent à faire ça, mais j'hésite. Et elle était avec son père. Et je lui dis, t'as quoi? T'as des bonnes notes? Alors elle sort des très bonnes notes, je dis, qu'est-ce qui te fait hésiter? J'ai peur de pas y arriver. Je dis, vas-y, essaye. De toute manière, il y a plein de portes de sortie, tu vas pas mourir sur place, donc tu y vas, tu testes, si ça te va pas, si ça te convient pas, il y a plein de possibilités de rattraper un autre niveau. Par contre, il ne faut pas t'en rendre malade, donc sois bien consciente de ce que tu fais. Et son père me dit, non, je préférais qu'elle fasse un bac plus 2, et puis après on verra. Si elle est bonne, elle continuera. Et je regarde son père, je lui dis, mais ça serait votre fils, vous lui diriez quoi? Et là, il s'est décomposé sur place, il m'a regardé, il me dit... madame, vous avez raison, ça serait mon fils, je lui dirais pas ça. Et donc, c'est pour vous dire que même inconsciemment, on le fait. Le stéréotype, il est là. Et même quand on veut bien faire, on se met nous-mêmes des barrières. Moi, c'est ça, quand on dit je vais me lever un matin en me disant j'ai plus de stéréotypes, notre premier combat, il est chez nous. Bon, alors, du coup, je vais poser un premier petit désaccord. C'est que, premièrement, les inégalités, elles servent à ceux qui sont en position haute dans la société. Pour reprendre les propos de la sociologie matérialiste, on va mesurer la position dans la société en fonction des ressources, du pouvoir et de la valeur qu'on a dans une société. Il suffit de regarder un petit peu comment les choses sont distribuées à ce niveau-là, et puis on voit qu'il y a des gens qui sont en position haute. Alors, bien sûr, plutôt les hommes par rapport aux femmes, mais parmi les hommes, pas tous les hommes. Il y a les classes sociales, bien sûr, qui interviennent. Voilà, donc bouger un système de répartition des ressources, du pouvoir et de la valeur, il y a des gens qui ne vont pas vouloir. Je prends un exemple tout simple dans les salles de classe. On sait, ça a été observé, que les garçons ont tendance à prendre plus la parole et plus spontanément. Voilà, donc à peu près 78% de la parole spontanée dans une classe, c'est les garçons qui la prennent.
Si vous essayez, et ça aussi ça a été observé en tant qu'enseignant-enseignante, de distribuer de manière plus équitable la parole, les garçons vont dire « Eh mais vous ne nous interrogez plus madame ou monsieur ». Voilà, donc ça résiste parce qu'il y a une habitude de distribution de la place de chacun et que le changement c'est difficile, et surtout si on a à y perdre, donc forcément c'est pas évident. Ce que j'avais envie de dire sur voilà, la petite contradiction, c'est que l'évolution là, de tout ce qu'on fait pour que les filles, les femmes aient une place différente et plus valorisée dans la société, parfois, et évidemment moi je suis très contente de travailler avec Elle Bouge, hein, le travail est remarquable, très important, etc. Mais il faut juste faire attention à ne pas faire porter du coup à nouveau sur les filles la responsabilité de la place où elles sont. C'est-à-dire que quand on met trop l'accent sur l'autocensure des filles, on minore finalement ce qui se passe dans l'ensemble de la socialisation des individus et qui leur dit ben, c'est plutôt là votre place. C'est-à-dire plutôt dans des métiers qui sont moins valorisés financièrement et socialement. Alors je reprends les travaux d'Isabelle Collet notamment, hein, qui a beaucoup pensé la question et qui dit ben, si on veut vraiment modifier sensiblement et durablement les choses, il ne faut pas seulement dire aux filles bon, allez-y, du coup elles vont intégrer que c'est un peu de leur faute parce qu'elles n'y vont pas, mais attaquons-nous aux violences sexistes et sexuelles, par exemple. Pour le numérique, par exemple, il y a une université de Norvège qui a fait tout un travail pour qu'il y ait davantage de filles dans les filières du numérique, puisque ce sont des filières porteuses d'emploi et d'emplois valorisés. Et en fait, un des points importants, c'était de supprimer tous les messages sexistes qu'il pouvait y avoir dans l'université, par exemple. Parce que, évidemment, les messages sexistes, c'est quand même de se dire que je vaux moins que les garçons. Alors, moi qui travaille beaucoup dans les établissements scolaires, quand on demande un peu aux filles et aux garçons s'il y a des situations où l'égalité n'est pas respectée d'après eux, en les laissant libres, c'est-à-dire en pouvant aussi dire ben, c'est peut-être les garçons qui sont là défavorisés, je vous assure, si je vous je l'ai le verbatim parce que je travaillais encore hier dans un collège, c'est impressionnant la symétrie des places et de la violence que les gens vivent. Enfin, les filles, elles vivent une violence au quotidien, en sport, on leur dit sans cesse qu'elles sont nulles, des phrases du style « la place de la femme est dans la cuisine hein, », suite à une vidéo qui a eu beaucoup de succès, qui maintenant dans tous les établissements scolaires est présente. Mais ça veut dire quand même que ces filles, elles entendent constamment, au quotidien, des messages comme quoi leur valeur est moindre que celle des garçons. Petite parenthèse, moi je trouve, alors ça c'est pas du documenté, mais que la place des femmes est dans la cuisine, c'est un propos sexiste qui dévalorise les personnes appartenant au groupe des femmes. Je ne suis pas sûre que des propos équivalents, racistes, LGBT-phobes, que les professeurs entendraient seraient banalisés de la même manière. J'ai un peu l'impression, et je suis pas la seule, que les propos sexistes, ça passe un peu crème, c'est pas bien grave, mais si on les met en parallèle à des propos racistes ou homophobes, là, tout à coup, on mesure un peu mieux la violence de ce que ça veut dire, ces propos-là. Voilà. Donc, évidemment, il faut des rôles modèles, et c'est vraiment important ce que fait Elle Bouge. D'ailleurs, il y a eu une étude qui montrait que dans ces interventions de rôle modèle, il fallait mieux insister sur la motivation, le travail, plutôt que sur la difficulté des filles à serrer ces filières. Il faut plutôt être dans le positif. C'est une méta-étude qui a permis d'analyser l'intérêt de ces rôles modèles, donc c'est vraiment important, mais attention à ne pas faire trop porter en plus encore la responsabilité des filles sur le fait qu'elles ne soient pas présentes dans les espaces valorisés. Ça pourrait créer un effet double peine en fait. On doit nous-mêmes nous battre pour être là où on a envie d'être en fait. Et ce que j'entends dans votre réflexion, c'est la notion de motivation. Et finalement, c'est à partir de notre motivation et de notre libre choix qu'on doit pouvoir le faire en toute liberté. Et c'est en fait, si chaque individu affirme ce choix-là dans l'environnement au sein duquel il va pouvoir évoluer, que l'environnement évoluera de façon globale et que peut-être du coup les stéréotypes seront questionnés différemment. Donc ça part aussi de notre propre capacité individuelle à oser nous sentir bien de la manière dont on veut l'être. Et oser, mais du coup, bon, alors évidemment, on essaye de positiver, mais c'est de la lutte. Hein. Quand on dit lutte contre les discriminations, moi, en travaillant avec les équipes, quand on se dit, tiens, il y a quand même un certain nombre de violences qui sont commises à l'encontre des filles, il y a un certain nombre de situations qui sont problématiques,
allez, on retrousse les manches, ben, il va falloir batailler contre ceux et celles qui n'ont pas envie de travailler ces questions-là parce que peut-être que c'est pas dans la fonction comme on l'a envisagé. Enfin voilà, il y a des résistances. Hein, donc bon, moi, des fois on me dit lutte, ça fait un peu guerrier. Bon, moi j'aimerais bien que ce soit facile, hein, mais ça l'est pas en fait. Voilà, donc voilà, je me dis, ben oui, il y a lutte, agir pour l'égalité, lutter contre les discriminations, c'est ensemble. Alors c'est vrai que parce que moi j'étais au niveau plutôt entreprise et je dirais monde du travail. Alors avec Elle Bouge, on essaye d'agir effectivement sur les collèges, les lycées et même les primaires hein, maintenant. C'est-à-dire qu'on commence à faire des actions en primaire pour aller tout de suite aller casser les stéréotypes dès le premier âge, donc ce niveau CE2, CM1. Et par contre, je voulais revenir sur un point qui, à mon avis, a son importance, alors qui a été fait au niveau des entreprises et que c'est dommage que c'est peut-être qu'il faudrait le décliner plus bas hein, au niveau des collèges et lycées. C'est les deux lois qui sont donc il y a la loi Rixain et la loi de 2018 qui permet, qui dit qu'on doit choisir son avenir professionnel. La loi Rixain, je rappelle quand même 2021, c'est le premier geste, c'était de dire on va verser le salaire à toute personne qui a sur son propre compte. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un compte courant bancaire à son nom pour pouvoir avoir son salaire. 2021. Donc quand on entend ça, on se dit quand même, c'est pas possible. Est-ce qu'il y avait, si on l'écrit, c'est qu'il y en avait besoin de l'écrire, quoi. Donc ça, c'était le premier point de la loi Rixain. La loi Rixain, dans les entreprises, elle emmène hein, à 2027 et 2030 des échéances, avec 30% en 2027 de femmes dans les comités de direction et 40% en 2030. Donc voilà, donc c'est des quotas, voilà. Puis on a mis des quotas, ça fait pas toujours plaisir, mais au moins ça fait bouger les lignes. Et notamment, ça a entraîné aussi l'index d'égalité homme-femme dans les entreprises. Donc cet index, il repose sur 5 critères qui sont les écarts de rémunération, de promotion, retour de congé de maternité augmenté autant qu'un salarié. Et puis, donc, celui qui est peut-être le plus dur pour les entreprises actuellement, c'est d'avoir 4 femmes sur 10 parmi les 10 meilleurs salaires de la société. Donc cet index, alors avec tout ce que ça comporte d'index, je dirais d'obligations hein, pour les entreprises, ça force quand même au moins à faire un état des lieux, d'écrire un plan pour réussir à atteindre ces demandes. Et ça permet aussi de se rendre compte, parce que quand on fait l'état des lieux, on se dit bah mince, je pensais que j'étais bon. En fin de compte, je ne suis pas si bon que ça en entreprise. En fin de compte, les écarts de rémunération, ils existent. Les écarts de promotion entre hommes et femmes, mine de rien, ça existe quand même. Je croyais que j'en avais pas dans mon entreprise ou pas ou peu. Et là, on s'aperçoit quand même qu'il y a des grosses différences. Et ça permet Alors, il y a des choses qui se sont mises en place. Ça passe par des quotas. C'est des entreprises de plus de 500 salariés pour publier... 1000 salariés pour publier son index et 500 pour le faire. Donc on ne parle pas non plus des toutes petites sociétés, ça ne couvre pas tout le panel des sociétés, mais ça existe. Et de notre côté, à nous, Elle Bouge, ça a une incidence directe, c'est que les entreprises disent bon, dont acte, on veut bien y aller, il faut qu'on y aille, mais pour être en 2030 avec 50% de parité hommes-femmes dans les comités de direction, il faut qu'on ait 50% de jeunes filles qui rentrent autant que de garçons dans nos entreprises, parce qu'autrement on n'y arrivera pas et ce sera de la discrimination positive. Donc il faut qu'on ait aussi le panel. Donc nous, Elle Bouge, on est là aussi pour ça. C'est pour dire aux jeunes filles, venez, parce que vous allez avoir des emplois bien rémunérés, intéressants, parce que les entreprises elles vont mettre tout en œuvre en face pour que vous puissiez exercer votre rôle de cadre dans l'entreprise, mais aussi que vous ayez votre vie à côté. Et donc tout ça, ça joue actuellement, c'est en train de se mettre en place. C'est pas parfait, on n'y est pas, mais au moins il y a des choses qui se mettent en place avec des obligations, liées aux lois. Un petit zoom sur Elle Bouge en quelques chiffres, parce que du coup vous m'aviez donné un petit document. Donc 26 délégations régionales, 2 délégations internationales, parrainées par 6 ministères, 8500 marraines, 1700 relais, 310 partenaires, 1379 collèges et lycées impliqués dans la démarche. Donc effectivement, tout n'est pas atteint, mais on voit qu'il y a quand même déjà un vrai collectif qui se constitue. Vous me disiez que l'association se professionnalise aussi, et que voilà, ça répond à un besoin qui est nécessaire en fait, mais ça se construit. Ça se construit avec le relais des rectorats. Hein. Laurence, c'est notre intermédiaire aussi pour avoir les référents en collège et lycée, parce que le plus dur pour nous, c'est d'avoir une
une clé d'entrée, en fait, puisque dans les collèges et lycées, il y a des personnes qui s'impliquent pour combattre ces inégalités de toutes sortes, notamment donc celles qui nous concernent, l'égalité homme-femme, qui est prête à jouer le jeu et venir avec nous, mais on ne les connaît pas obligatoirement, quoi. Donc soit ils nous connaissent par l'association et ils viennent à nous, soit on essaye d'aller vers eux par le biais du rectorat. Et pour organiser simplement, alors un exemple de ce qu'on peut faire, c'est on vient dans une journée qui s'appelle Elle bouge pour l'orientation, on vient dans les collèges et lycées avec des marraines. Donc qu'est-ce qu'une marraine? C'est une femme qui travaille en entreprise sur des métiers qui sont plutôt techniques ou scientifiques, ou une étudiante, parce que quand on va dans les collèges, on aime bien aussi y aller avec des étudiantes d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de DUT, génie civil, de formation technique. On emmène aussi des étudiantes avec nous qui sont peut-être plus proches aussi au niveau âge des collégiennes et qui ont plus de facilité à se projeter. Voilà. Donc on va dans les établissements, on présente nos métiers, donc il faut aussi la partie découverte de métiers, hein, quand on présente nos métiers. Et puis on essaye de leur donner de l'ambition, c'est-à-dire que quand on les interroge, c'est vrai qu'on s'aperçoit, et là je rejoins Laurence, c'est les garçons veulent être médecins, les filles veulent être infirmières, quoi. Quand on est en collège en 4e, 3e, on dit mais pourquoi infirmière? Bon, voilà, ou vétérinaire, et puis s'occuper des chevaux, enfin on a vraiment les deux, donc on essaie un peu de leur donner de l'ambition, de leur dire mais essaye plus loin, après de toute manière, si tu n'y arrives pas, bah, tu feras autre chose, mais donne-toi les moyens d'aller où tu veux le plus vite possible, quoi. Alors juste une précision sur les stéréotypes, puisqu'on en parlait là, tiens, j'ai envie de diminuer les inégalités, l'impact des stéréotypes. Alors on sait qu'une fois qu'ils sont mémorisés, même si on n'est pas en accord avec eux, ben, ils vont pouvoir aider à la prise de décision, notamment si on est stressé, ou si, alors stressé parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est émotionnellement pris. Donc il y aura une vigilance tout le temps à avoir. Je donne un exemple, vous avez une prof qui est en retard, elle arrive vraiment sur le palier là, du couloir, et puis ça fait du bruit, la classe fait du bruit parce que 30 humains ensemble font du bruit, et puis donc elle a la crainte que ça dérange le ou la collègue, et alors elle dit spontanément: les garçons, donnez-moi votre carnet. Bon, alors évidemment, c'est pas juste, en 3 secondes, elle peut pas savoir que c'est tous les garçons, que les garçons, donc c'est une décision qui est injuste, avec un vrai préjugé, stéréotype sur les garçons qui sont plus bruyants. Alors petit rappel aussi, on a un problème de cercle vicieux, c'est que si les garçons et les filles sont éduqués avec un certain nombre de stéréotypes, je vais en prendre un très simple, qui est un garçon ça pleure pas, qui est encore actif actuellement en 2023 quand je suis en collège et qu'on en parle, les garçons et les filles produisent encore ce stéréotype, vous allez avoir des garçons qui pleurent moins. Donc le stéréotype a un impact sur le réel. Et donc vous allez me dire, vous voyez bien que les garçons ils pleurent moins. Donc ça va alimenter le stéréotype. Alors on est dans un vrai cercle vicieux qui donne un effet de naturalité de caractéristiques. On va se dire c'est un truc peut-être biologique. En tout cas les garçons ils sont comme ça, ou les filles elles sont plutôt sensibles. Donc c'est difficile à détrôner. Et donc, vous voyez bien aussi que le stéréotype a un effet de prescription de comportement. Hein. Si on dit un garçon s'en pleure pas, et bien du coup on produit ça. Donc ça prescrit des comportements et ça en interdit d'autres. Alors voilà, c'est inconscient, ça a tendance à agir dans nos processus de décision. Et donc un des travaux à faire, c'est dans la décision que l'on prend, que l'on objective les critères sur lesquels on prend une décision. Alors on parlait de compétences tout à l'heure, ça peut être ça, ou de travail concret, puisque j'ai retenu que vous n'utilisiez pas compétences. Mais voilà, l'idée, je prends une décision, sur la base de quoi je la prends, pour éviter que le stéréotype, parce que alors ça clairement, quand il n'y a pas de critères objectifs qui sont définis, le stéréotype est hyper pratique, et c'est pour ça qu'il perdure d'ailleurs. Oui, le stéréotype, en fait, on peut le définir comme un raccourci de la réflexion. Et donc, il faut que dans notre pratique quotidienne, professionnelle, sociale, personnelle, on garde ce temps-là de toujours poser la réflexion pour pouvoir alimenter notre pensée en dehors des stéréotypes. Voilà. Et ça, c'est un travail quotidien. J'aimerais bien que vous puissiez un petit peu nous présenter en fait votre travail, puisque Madame Roussel nous a bien expliqué le lien que vos deux fonctions permettent, l'articulation, mais du coup de manière plus précise, est-ce que vous pouvez nous décrire votre mission ? Alors, j'ai à peu près 2/3 de mon temps qui est pris par la formation et la sensibilisation au niveau académique, des fois national, plus des formations de bassin ou des formations en établissement.
Donc sur les différents thèmes que j'ai énoncés, des fois c'est vraiment égalité filles-garçons, des fois c'est l'ensemble de la lutte contre les discriminations, parfois c'est agir contre les propos racistes, sexistes ou LGBT-phobes, enfin voilà. Donc 2/3 du temps sur la formation adulte, formation adulte et sensibilisation élève, puisque je travaille aussi avec les élèves. Et puis à partir de là, il y a tout un travail de nouer et consolider les partenariats, dont Elle Bouge c'est un exemple, mais il y a d'autres associations et partenaires, notamment les collectivités territoriales. Voilà, créer des ressources, c'est-à-dire que j'essaye d'outiller les personnels de l'éducation nationale avec des ressources. Donc il y a un site, enfin il y a un onglet sur le site de l'académie avec un ensemble de liens. On essaye aussi avec les personnes ressources de créer des ressources après à disposition des professionnels. Voilà, et puis il y a tout un travail de labellisation depuis cette année des établissements. Bon, alors voilà, les établissements du second degré, collège et lycée peuvent être labellisés égalité filles-garçons, là c'est spécifique. Donc il faut accompagner, bon, c'est un peu dans le prolongement de l'accompagnement des établissements. Et je crois que, ah oui, puis il y a intervenir. Alors ça, c'est en train de se structurer quand dans un établissement, il y a une situation problème liée aux questions de racisme, de sexisme ou de LGBT-phobie. Petite précision, je suis accompagnée par une prof qui est nommée experte associée sur les questions LGBTI+, et puis un groupe de personnes ressources. Odile en été, jusqu'à ce qu'elle soit en retraite. Je sais pas, tu veux peut-être un moment prendre la parole. Voilà, mais donc ce sont des personnes chefs d'établissement, des DFPT, délégués des... directeur délégué à la formation professionnelle et technologique, les anciens chefs de travaux, CPE, il y a une personne d'un CIO, voilà, professeur. Et donc avec ces personnes-là qui ont un poste, en fait, on essaye de construire des ressources pour agir. Voilà. Je crois que j'ai à peu près listé... Merci beaucoup. Effectivement, je suis tombée sur Internet en quelques clics sur des exemples de kits pédagogiques disponibles aux enseignants qui prennent plusieurs formes. Je vois que vous allez vers des artistes qui proposent des pièces de théâtre, des vidéos, des jeux. Voilà, donc l'idée, c'est d'amener aussi du contenu pluridisciplinaire pour venir étayer en fait la pratique pédagogique dans le temps scolaire. Est-ce que vous travaillez aussi avec les acteurs du champ extrascolaire ou périscolaire sur ces questions-là ? Alors, pour le premier degré, il y a notamment un groupe en Moselle qui travaille sur les questions d'égalité filles-garçons et avec lequel, en fait, il y a eu des temps de formation avec justement les personnes qui assurent les temps du périscolaire, de la pause méridienne et après les cours. Donc c'est dans cet espace-là que j'ai surtout travaillé voilà, avec ce type de personnel. Voilà. Sinon, pour l'instant, voilà, il y a eu aussi des partenariats entre certaines communes, notamment Metz, et puis il me semble qu'il y en a une autre, mais qui travaille à la réflexion des cours d'école et qui réfléchit justement à une autre organisation de la cour d'école parce que ça ne favorise pas du tout la mixité et une répartition équitable des espaces. Voilà. J'avais envie de dire, puisque c'est un peu l'objet quand même du festival, la question de favoriser le fait de vivre ensemble, évidemment l'égalité à avoir avec ça, c'est-à-dire comment dans les groupes dans lesquels on est. Et là, on n'est pas en train du tout d'être très équitable, puisque nous, on a la parole et le micro, mais pas vous. Mais en tout cas, la question de la place de chacun, la parole de chacun et chacune qui serait entendue. Et donc, bon voilà, moi, ça me tient à cœur d'aussi outiller les personnels et puis d'animer aussi des espaces pour qu'on favorise la coopération, ce qui va aider à diminuer la force des stéréotypes et des préjugés entre élèves. Donc voilà, il y a des outils méthodologiques qui aident à le faire et j'essaye d'accompagner des équipes pour ça. Je pense qu'on a besoin, si on veut que les gens se rencontrent, d'avoir des espaces de parole. Donc voilà, ça en est un, et d'avoir du temps. Voilà. La pratique pédagogique et les outils qu'on utilise sont eux-mêmes vecteurs du message qu'on veut faire porter. Donc il y a une cohérence entre le fond et la forme. Est-ce qu'il y a des gens déjà dans l'Assemblée qui ont envie de réagir peut-être ou de témoigner ? Voilà, moi je suis présidente d'un club au service des femmes, le club Soroptimiste International d'Épinal. Les clubs existent depuis 100 ans, enfin même 102 ans au niveau international et européen, et depuis 63 ans à Épinal. Et nos actions, c'est justement de valoriser les filières scientifiques, d'aider les filles
embrasser ces métiers. Et nous avons justement travaillé avec l'ENSTI pour attribuer une bourse à une ingénieure qui poursuit un master en architecture, donc un double cursus, ce qu'on appelle un parcours d'excellence, donc en 2022. Et puis aussi, on aide à l'autonomisation des femmes qui créent leur entreprise. Et à cet effet, on a aidé la ferme aquaponique créée par une ingénieure de chez Debuyer, donc il y a 3-4 ans et qui marche bien. Donc on l'a aidé également. Et donc on essaie aussi de travailler sur l'égalité homme-femme, bien sûr, et sur les violences. Puisque chaque année, on a une campagne Oranger le monde. C'est l'ONU qui a dit que la couleur orange était le signe de l'espoir dans la lutte contre les violences. Donc Épinal orange la ville et nous passons un film sur les violences, qui traite des violences faites aux femmes. Et justement, ce qu'on veut, c'est intervenir dans les lycées. Alors l'an dernier, on a commencé au lycée agricole de Mirecourt parce que le thème, c'était l'agriculture. C'était une femme agricultrice, la terre des hommes. Je ne sais pas si vous connaissez, qui se faisait violer et qui se vengeait après, qui arrivait à créer sa propre entreprise. Donc c'était très intéressant. Et on m'a dit tout à l'heure qu'une jeune fille avait été très émue parce qu'elle avait vécu cette expérience et que de voir le film, ça lui avait fait du bien. Donc c'est assez formateur. Et cette année, on essaiera de travailler avec d'autres lycées. J'avais essayé pendant le Covid avec plein de copinats, mais bon, c'était difficile de pénétrer l'établissement. Donc j'aimerais bien travailler avec les lycées. Et on attribue depuis 2 ans des bourses, enfin des aides plutôt aux établissements, collèges et lycées d'Épinal, pas tous, enfin ceux qui sont dans l'association Matangi, je ne sais pas si vous connaissez, donc ils aident les étudiants, enfin les élèves. Alors là, c'est garçons et filles, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de filles, mais on ne fait pas de discrimination à ce niveau. Et on les aide à aller à des séminaires de recherche, donc on aide les familles à payer les voyages. Ils sont allés à Saclay avec nous cette année. Et c'est une expérience très intéressante qui nous a été envoyée. D'ailleurs, ça a fait le tour par Paris et c'est redescendu à Épinal puisqu'il y avait des professeurs très engagés. Voilà. Donc, on est tout à fait dans votre sillage. Et bon, si on peut travailler ensemble, je serais tout à fait d'accord parce qu'on recherche des boursières. Cette année, malheureusement, j'avais un dossier, mais c'était plutôt dans l'art. Ça n'a pas été retenu, mais bon, enfin, voilà. Mais on a mis en œuvre aussi une valorisation des filles qui étaient sur des métiers masculins. Donc on avait fait l'an dernier, avec la présence de Karine Pezra, une démonstration à la Chambre des métiers avec des jeunes femmes qui étaient en formation dans des métiers plombières, je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait une créatrice au niveau de restauration. Elle était présente aussi des monuments historiques dans tout ce qui est dorure, mais elle est connue. Voilà, il y avait une conductrice, une carrossière, je crois, et une bouchère, mais elle n'est pas venue celle-là. Et donc cette année, on est plus vers l'artisanat d'art et on espère monter un salon de talent de femmes pour les artisans d'art fin septembre. On espère pouvoir le faire, voilà. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Peut-être d'autres personnes dans la salle. Oui. Je voudrais... Il faut le mettre vers le haut. Et parler Ça vers devant. fonctionne. Ouais. Voilà, moi je voudrais apporter un témoignage parce que en 1973, j'étais la seule fille dans une section technique pour aller vers eux, donc ce qui est STI aujourd'hui. Donc je me suis retrouvée pour faire de l'étaulimeur, de la fraiseuse, du dessin industriel, enfin tout ce qui est dans ce programme-là. Et donc, c'était à Saint-Jean pour donc très empreinte dans un esprit de garçon, hein, où les filles n'avaient... Mais c'était absolument pas prévu d'intégrer, alors que c'était accepté, rien n'était prévu pour les filles. Donc, on s'est heurté à pas la problématique de genre dans un premier temps, mais surtout dans les problématiques techniques. C'est-à-dire, il est vrai qu'on ne peut pas serrer un outil quand on est une fille comme un garçon, on n'a pas la même force. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça, parce qu'ils avaient ouvert la section, mais ils n'avaient pas pensé à ça. Ce qui n'était pas un affaiblissement par rapport au genre, hein, mais par rapport aux possibilités. Et donc, je sortais que de l'internat de filles, donc je me suis retrouvée qu'avec des garçons. Et ce que je peux observer
dans mon parcours, c'est que, bon, ça s'est pas mal passé, le sport aussi n'était pas adapté, mais c'était plus au niveau des enseignants qu'au niveau des garçons. Il y avait un souci par rapport au genre, c'est-à-dire on entendait, mais de toute façon tu finiras caissière dans un supermarché, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, il faut l'entendre. Et pour des petites fautes en fait. Hein. Et donc mon parcours je l'ai réalisé et ensuite je suis devenue cadre, j'étais la seule femme. Donc là c'était autre chose. Au niveau de l'égalité de salaire, au niveau de la direction, il n'y avait pas de souci et je pense qu'il y en a plus aujourd'hui qui pouvaient en avoir à l'époque. Mais c'était plutôt dans l'approche des choses, dans la sémantique, dans le regard sur les problématiques, où vraiment là, il fallait se renforcer, quoi. Donc moi, je n'ai pas créé de mur, je disais, c'est mon approche, qu'elle soit de femme ou pas de femme, c'est mon approche, mais acceptez-la comme moi j'accepte la vôtre, et en finalité, au bout de 20 ans, je veux dire que ça s'est complètement, régularisé. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'accueillir des groupes d'enfants et j'ai été vraiment stupéfaite par rapport à mon vécu. J'ai vécu beaucoup de mixité dans des métiers très, très techniques, qu'il y avait un recul terrible dans l'approche de la stigmatisation des filles et des garçons. Ça m'a vraiment choquée sur des 6e, le collège, vraiment des sectarismes qui se font, mais systématiques. Et ça m'interroge, parce que je ne l'ai même pas observé au niveau de mes enfants. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous constatez dans l'évolution de la société. Il y a vraiment une interrogation profonde à se poser. Oui. Laurent, je te laisserai intervenir sur les... Mais c'est vrai qu'on sent un recul, alors nous on le sent au niveau Elle Bouge et au niveau des entreprises. Alors c'est tout simple, hein, c'est le nouveau bac. Il n'a même pas été cherché en dessous. Le nouveau bac pose problème. C'est-à-dire que ça ferme des portes à des filles sur des études scientifiques. Alors les établissements supérieurs ont commencé à réagir parce qu'ils se sont dit on ne peut pas rester comme ça. Mais le choix des filles, par définition, c'est à supprimer une des deux matières, maths ou physique. Pas toutes, hein, mais où on en avait 50%. En gros, dans les matières, dans les écoles, dans les classes scientifiques, on avait 50% de filles, 50% de garçons. Là, depuis le nouveau bac, il n'y a plus 50%. Les garçons, il y en a plein qui ont choisi maths expert, niveau ou pas niveau, ils y vont. Les filles, elles prennent les 2 meilleures notes. Et là, moi, je pense qu'on revient sur les stéréotypes, c'est-à-dire qu'elles prennent les 2 matières où elles ont les meilleures notes. Pas obligatoirement enfin, si, souvent c'est par goût quand même, mais donc elles vont garder maths ou physique, souvent maths quand même. Et physique, elles commencent à laisser un peu tomber, et elles prennent une autre matière. Je vous laisserai la parole, mais elles choisissent plus maths que physique quand même dans le nouveau bac, non ? Moitié-moitié ? Non. Oui, mais il y en a moins qu'ils font qu'il y a 3-4 ans. Alors, c'est encore tout neuf cette histoire de nouveau bac, donc c'est pas encore vraiment stabilisé tout ça. Et je pense qu'à l'avenir, on va aller vers quelque chose de plus équilibré. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt la physique. Moi, je suis prof de physique, donc je sais de quoi je parle. C'est plutôt la physique qui est le dénominateur commun, et les élèves s'interrogent. Je garde SVT, je garde maths, et c'est surtout là que se fait l'interrogation. Enfin, il y a une des deux matières qui sautent quand même plus facilement. Effectivement. Bon, alors il y a des stratégies là-dedans. Mais pour le moment, je n'ai pas constaté une dérive justement d'un côté ou de l'autre vis-à-vis des garçons ou des filles. Mais ça reste à stabiliser. Malgré tout, Femmes et Mathématiques, qui est une association nationale, a pu quantifier le fait que effectivement les filles sont moins présentes dans la spécialisation mathématique en terminale, et ça a un impact après sur les écoles d'ingénieurs. Ça a été déjà un peu mesuré. Alors évidemment, on espère que ça évolue, hein, mais il y a eu un impact. Sur le fait que ça se crispe, alors bon, moi je n'ai pas d'éléments de recherche par rapport à ça. Ce que je constate dans les établissements dans lesquels je vais, c'est qu'il y a des espaces extrêmement progressistes avec des élèves qui ont réfléchi les choses de manière beaucoup moins sectariste que ce que vous avez évoqué, puis d'autres
poussé, au contraire, très crispé, avec des références un peu archaïques, archaïques, en tout cas très stéréotypées. Voilà, donc je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le Haut Conseil à l'égalité, qui a fait un rapport sur l'état du sexisme en France cette année, ou fin d'année dernière, non, c'est début de cette année, constate que pour la tranche des, Karine, peut-être que tu pourras m'aider, des 19 ou des 19-25 ans, il me semble, il y a effectivement des items dans le positionnement sur le sexisme qui sont en régression, voilà, avec des garçons et des filles qui acceptent un état inégalitaire, notamment dans les relations de couple. Donc oui, c'est pas gagné, mais on le sait. Alors franchement, si on avait un truc qui permettait d'éradiquer les rapports de domination, qu'ils soient hommes-femmes ou les autres, ça se saurait. Petite remarque, au Québec, ils sont quand même en avance par rapport à nous de 20-30 ans. En fait, ils ont un mouvement masculiniste, c'est-à-dire qui s'attaque aux revendications féministes, qui est très fort, qui est beaucoup plus fort qu'en Europe. Donc voilà, c'est un peu jamais gagné. Il faut occuper le terrain partout où on peut, mais voilà, on sait que la bataille, elle sera toujours à mener. Ça vient de l'éducation de la famille quand même, je pense. Alors, je pense que c'est quand même important. On n'en parle pas assez de la famille. On l'a vu ces derniers temps malheureusement, mais je crois que la famille est très importante dans l'image qu'elle donne. Une mère qui résiste à son conjoint, malheureusement, quelquefois ça se termine par une séparation, mais qui montre à ses enfants qu'elle n'accepte pas certaines situations. Moi, j'ai vu mon petit-fils écrire « Maman a quitté papa » et elle avait bien raison. Donc voilà, c'est quelque chose dans la famille, il y a un exemple à donner, ça tout le monde le dit. Et il faut éduquer les garçons très tôt sur le partage des tâches, sur l'intérêt pour les affaires ménagères, enfin voilà. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Tout ne vient pas de l'école, une fois encore. Je trouve ça aberrant, quoi. On rejette tout sur la société, mais autrefois, c'était pas. Moi encore, je ne suis pas assez vieille pour le dire, mais je suis quand même relativement, je suis des années 50 quand même. Donc c'était pas du tout ça. On avait un respect de la famille du professeur, et ça, tout a volé en éclats, et tout suit. Voilà. Sur l'évolution, je ne sais pas, il faudrait beaucoup de temps, mais en tout cas, on va dire que quand même les sociologues reconnaissent 4 sphères de socialisation. Donc il y a la famille qui est première, et qui n'est pas forcément homogène, parce qu'effectivement le père, la mère ne sont pas forcément positionnés de la même manière, les grands-parents non plus, par rapport au choix des jouets, des activités, etc. Il y a la sphère des pères, des camarades, là encore qui n'est pas forcément homogène, parce qu'on peut côtoyer des personnes qui ont des positionnements très différents sur ces questions d'égalité. La troisième sphère, c'est les médias, les contenus culturels, et là encore, on va avoir des médias extrêmement progressistes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et puis la quatrième sphère, c'est l'école. Donc on fait avec ça. L'école, on sait qu'on est une des sphères de socialisation, on n'est pas la seule. Donc il n'y a pas à culpabiliser, mais il y a du coup être un peu entre la toute-puissance et l'impuissance. On a affaire dans la sphère là où on a les élèves. Une personne peut-être qui veut témoigner de son parcours autour de cette question des stéréotypes genrés dans sa vie personnelle ou familiale. Je me dis, techniquement, je peux aussi vous donner un truc là sur la question des stéréotypes. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Alors, je vais faire simple, mais concrètement, le fait qu'à un moment donné, soit on rend saillant l'appartenance à un groupe. Par exemple, moi je disais au prof hier, franchement, vous avez très peu de raisons de dire les garçons, les filles quand vous travaillez. À part quand il y a les vestiaires EPS, les WC, mais bon, sinon, franchement, dites plutôt un groupe d'individus, mais le fait de rendre saillant l'appartenance à un des groupes, ça va faire monter la menace du stéréotype. Et notamment dans les épreuves un peu difficiles, on sait que c'est particulièrement actif. Donc ça a été objectivé sur une épreuve de mathématiques difficile. Si on dit géométrie et si on dit dessin, les filles performent beaucoup moins sur l'épreuve dite de géométrie, mais c'est la même épreuve. On doit reproduire une figure géométrique assez complexe. Et à ce moment-là, la menace du stéréotype, c'est je crains, dans ce moment-là où mon appartenance à un groupe qui est en difficulté, enfin qui est victime ou cible du stéréotype, et bien à ce moment-là, je crains de le rendre réel et ça crée du stress et ça impacte le fonctionnement cognitif. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si jamais quelqu'un dit avant l'épreuve, on attend le même type de résultat pour les garçons et les filles,
ça fait descendre la menace du stéréotype. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais il y a bien quelque chose qui se passe à notre insu et qui a été très bien observé au niveau du fonctionnement du cerveau, qui crée un stress et qui fait que nos performances sont affectées. Identifier, décrypter les stéréotypes et les combattre, ça passe en fait encore une fois par des petites choses. Moi c'est ça que je retiens un petit peu de notre discussion, des choses qui souvent se font à notre insu, qui appartiennent à notre quotidien, on disait à notre sphère intime, familiale, à certaines représentations qui nous amènent à avoir un schéma de pensée et qui nous permet de rentrer dans la réflexion alors qu'on n'en a même pas conscience. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors j'ai envie de vous donner une ressource que j'adore. C'est un bouquin, ça va être facile, c'est Non, c'est non. Voilà. Donc, le titre c'est ça. Il est en open source sur le net. Et c'est une sociologue qui s'appelle Irène Bellinger qui travaille à l'autodéfense verbale et physique, mais verbale par rapport aux propos et aux violences sexistes. Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est tout à fait duplicable par rapport aux propos racistes ou homophobes. Et donc là encore, vraiment, elle donne des vrais trucs concrets, pratiques, parce qu'au quotidien, on n'a pas abordé l'humour, hein, mais l'humour, à un moment donné, alors sur la place des femmes à la cuisine, ok, ça vous fait rire, peut-être, mais à un moment donné, le fait de réactiver les stéréotypes par le biais de l'humour, bon, on peut déjà se demander en quoi c'est drôle, mais il n'empêche qu'en plus, ça va renforcer la salience du stéréotype. Donc moi, ça ne me dérange pas que les gens rient s'ils ont envie de rire, mais en tant que professionnel, on doit quand même s'interdire un certain nombre de propos, ça c'est sûr. Et en tout cas, elle donne des vraies pistes quand le collègue dit un truc et que vous restez un peu comme ça bouche bée, vous ne savez pas quoi dire, le ou la collègue d'ailleurs. Voilà, Irène Bellinger, Non c'est non, je vous assure, elle fait des stages qui sont très abordables à Bruxelles. Voilà, vraiment je vous recommande. Et une autre piste aussi que j'ai trouvé très bien, c'est on a tout entendu parler de la fresque du climat. Sachez qu'il y a la fresque de la diversité, l'égalité qui existe, qui est très bien faite, qui se pratique maintenant systématiquement dans les écoles d'ingénieurs au niveau de la première année. C'est-à-dire qu'ils passent tous par cet atelier. Et je pense qu'effectivement ça casse aussi pas mal de stéréotypes et ça permet d'avancer. Merci beaucoup pour ces ressources que vous nous partagez. Moi, je vais jouer de ma petite curiosité et aller voir effectivement de quoi ça retourne. Mais j'avais vu effectivement dans l'un de vos documents la référence bibliographique Non, c'est non. Est-ce que d'autres personnes ont envie de participer à cet échange? Parce que l'idée, c'est quand même qu'on soit dans le cercle. Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Oui, donc moi je voulais juste intervenir à la fois sur la question, mon expérience passée, donc Laurence disait, je travaillais avec elle sur ce groupe ressources au sein de l'académie, sur comment dans nos pratiques professionnelles, on lutte contre les discriminations, à la fois par l'analyse de pratiques. Donc je pense que c'est quand même très important sur ce regard sur nos propres pratiques, parce que de façon inconsciente ou pas, alors je n'ai pas de suite tous les débats, je m'excuse, mais c'était très important de regarder ça et de nous aider aussi à se remettre dans un cadre, hein, on en parlait un petit peu avant, le cadre du droit, ce qui fait sens dans nos activités et de remettre des élèves et des enseignants par rapport à ce cadre qui permet ce vivre ensemble et qui permet de pouvoir faire sens au niveau de notre société et sur ces questions d'égalité. Et donc pour venir sur le fait des stéréotypes à frein aux apprentissages, oui encore aujourd'hui, oui peut-être plus qu'hier, voilà, donc ça c'est un peu inquiétant. Oui au niveau de milieux sociaux qui reproduisent aussi des stéréotypes très forts par rapport à la place des femmes et à leur rôle qu'on peut leur attribuer sur la capacité à agir, sur leur capacité à agir et capacité à être autonome aujourd'hui. Et très vite, elles recherchent l'aspect sécurisant d'un métier, d'un foyer, quitte à mettre un frein très fort à leurs ambitions et être bien là où elles sont. Et c'est vrai que donner ce cadre sécurisant que donne l'école aussi,
que donne aussi, c'est quand même quelque chose d'important pour que les filles aussi, petit à petit, se libèrent aussi au niveau des apprentissages par rapport au regard des autres, par rapport au regard extérieur, et sur ce qu'elles peuvent aussi aujourd'hui développer dans leurs propres compétences et développer de réelles compétences professionnelles pour tout explorer, quoi. Voilà. Merci beaucoup Odile pour votre prise de parole. On va s'arrêter là parce que je suis chargée de respecter le timing et donc on arrive tout doucement à la fin de cet espace de parole. Je remercie les intervenantes qui nous ont amené vraiment des informations très claires, à la fois dans le champ de votre travail mais aussi de manière plus générale dans comment nous on peut au quotidien prendre ce temps, c'est ça que j'entends, ne pas faire le raccourci du stéréotype, prendre le temps de la réflexion et être toujours dans une volonté de trouver comment dans notre environnement on peut avoir le choix le plus éclairé, le plus libre possible. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la parole et puis je vous dis à très vite sur les stands. Merci. Merci. RCF